J'ai eu la chance récemment à Berlin d'entendre un chef hollandais qui s'appelle Jaap van Zweden, et il a eu cette phrase dans le journal Le Temps à Genève, en Suisse. Il a dit, pour finalement comprendre un compositeur, il faut entrer dans sa vie. Et moi je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que si on veut vraiment comprendre un compositeur, si on veut saisir le sens de sa musique, eh bien, il faut, me semble-t-il, effectivement regarder comment a été sa vie, quelle était sa pensée également, quelles étaient ses relations, quel était le contexte dans lequel il a vécu également. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un homme de paradoxe, hein, Bruckner. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doutait énormément, mais qui en même temps était très, très conscient de son génie et qui est allé au bout de son projet. Et son projet, il était clair, dès sa 40e année, hein, c'était de devenir un grand symphoniste, ce qu'il est devenu. Donc c'était un mélange, Bruckner, assez singulier, si vous voulez, de doute et de détermination. Sa musique reflète parfaitement sa personnalité, mais en même temps, et c'est ça qui est paradoxal, comme le souligne Leopold Novak, un grand musicologue allemand, dans les années 50, eh bien, il y a chez Bruckner un contraste saisissant entre sa musique et sa personnalité. Et c'est ce que j'aimerais développer aujourd'hui avec vous dans l'introduction. Les parallèles que l'on peut faire et les ressemblances qui existent entre sa musique et sa personnalité, eh bien déjà, si vous voulez, Bruckner, tout le monde s'accorde à dire que c'était un homme simple, modeste, pieux, qui vivait une vie tranquille, hein, avec sa femme de chambre, Frau Kathi Kaschenmeier, avec ses élèves, une vie bien rangée. Vous voyez. Et effectivement, comme le dit Christian Thielemann, il n'y a pas chez Bruckner cette simplicité, cette humilité, on la retrouve dans sa musique. Il n'y a pas d'effet chez Anton Bruckner. Il n'y a pas, c'est pas une musique de chef d'orchestre, on a reproché à certains compositeurs, à commencer par Mahler ou Richard Strauss, de composer une musique de chef d'orchestre. Je ne sais pas si c'est vrai, j'en sais rien, mais en tout cas, en ce qui concerne Bruckner, qui était un très mauvais chef d'orchestre, eh bien, sa musique, elle est effectivement aussi sincère que pouvait l'être sa personnalité. Voyez. Donc là, on a effectivement, me semble-t-il, une concordance entre à la fois la personnalité et la musique de Bruckner. Thielemann a cette phrase, hein, il dit à propos de Bruckner, la musique de Bruckner est tout sauf chic et sophistiqué. Et le personnage, lui, était tout sauf chic et sophistiqué, parce que comme il était organiste, il avait toujours des pantalons beaucoup trop larges, donc on se moquait de lui, bien sûr, quand il est arrivé à Vienne, hein, on se moquait de lui, et puis un peu balourd, vous voyez, il mangeait avec ses doigts, il buvait beaucoup de bière, etc. Donc c'était pas, effectivement, il était loin, vous voyez, du raffinement d'un Franz Liszt ou d'un Richard Wagner, vous voyez, il était tout à l'opposé. Donc sa musique, elle reflète à la fois effectivement cette simplicité et effectivement parfois une certaine balourdise, hein, il y a ici ou là, très peu, hein, quelques lourdeurs dans ses symphonies, notamment, alors justement on y viendra dans la version de 1887 que vous allez entendre dans quelques jours ici à Lyon. Pour, illustrer, me semble-t-il, ce trait de caractère de Bruckner, ben, il y a une phrase de Hölderlin que j'aime beaucoup et qui, me semble-t-il, colle parfaitement au personnage de Bruckner. C'est cette phrase, hein, absolument magnifique, hein. Une candeur naturelle, on aimerait dire une moralité de l'instinct, et l'imagination à l'unisson, c'est divin. Et effectivement, il y a dans la musique de Bruckner, chacun s'accorde à le penser, une grande spiritualité, voire une certaine religiosité, due à la religiosité du personnage. Comme le dit à juste titre Sergiu Celibidache, Bruckner, la musique de Bruckner est un miracle de vitalité spirituelle. Donc si vous voulez, cette spiritualité, effectivement, elle se reflète parfaitement dans sa musique. Alors, Thielemann ajoute, hein, Bruckner n'est pas un poseur, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui dit vous allez voir ce que vous allez voir, comme là par exemple dans la deuxième version de 1890, il rajoute 8 corps, il n'y en avait que 4 dans la première version de 1887, mais il rajoute pas 4 corps pour faire de l'effet, non, chercher l'effet, non, il rajoute 4 corps parce que c'était pour lui une nécessité impérieuse. C'est-à-dire que Bruckner, me semble-t-il, est le digne héritier de Beethoven. Pourquoi ? Parce que la forme chez Beethoven n'est pas un cadre rigide auquel se conformer. La forme est un processus en perpétuelle évolution, toujours au service de la pensée musicale. Et il me semble qu'en ce qui concerne Bruckner, effectivement, il y a une pensée musicale qui est très profonde, voire abyssale, et les moyens utilisés sont au service de cette pensée.
Alors on a parlé à propos de Bruckner de cathédrales sonores, oui. Oui, ce sont des cathédrales sonores. Ce ne sont pas des messes sans parole. Ça c'est idiot de dire que Bruckner a composé des messes sans parole. Diable. La 4e symphonie romantique, quel est le lien avec une messe catholique? La symphonie numéro 6, aucun lien. Hein. Donc si vous voulez, les messes sans parole, je pense qu'il faut les laisser de côté. Par contre, les cathédrales sonores, oui. Mais ces cathédrales, si vous voulez, elles sont habitées, elles sont vibrantes. Au cœur de la cathédrale, il y a le cœur d'Anton Bruckner. C'est ce que dit Telemann. Telemann, qui vient d'enregistrer encore sa 2e intégrale, je crois, avec le Philharmonique de Vienne, il dit, avec Bruckner, il faut accepter une certaine longueur. Ah, c'est vrai que si vous êtes pressé, qu'au bout d'une demi-heure vous en avez assez, effectivement, il ne faut pas écouter les symphonies de Bruckner. Elles durent à peu près 1h20, 1h25. Mais, dit-il, oui, il y a une certaine lenteur, c'est vrai. Mais, dit-il, sous la surface, il y a le feu qui brûle sous la surface. Vous voyez? C'est-à-dire que ces cathédrales-là, elles sont vibrantes. Alors ça, donc, c'est une chose qu'on retrouve, vous voyez, le côté vibrant, le côté, comment dire, profondément spirituel, hein, à la fois de la musique et du personnage. Et alors, on a quand même aussi un autre témoignage intéressant d'un chef d'orchestre qui était considéré pendant longtemps comme un grand malherien, hein, puisque vous savez que Boulez a effectivement enregistré quasi toutes les symphonies de Mahler avec le Philharmonique de Vienne, et il a aussi, bien sûr, et comment enregistrer le Ring à Bayreuth de Wagner. Mais les Viennois, au bout d'un moment, lui ont dit, vous savez, maître, il y a un compositeur que peut-être que vous ne connaissez pas, ou peu, qui s'appelle quand même Anton Bruckner, et qui est un Viennois, et nous on est Viennois, hein, les Wiener Philharmoniker, alors on aimerait bien que vous le dirigiez un jour. Alors Boulez a dit, ok, je vais le diriger, et il a quand même choisi l'abbaye de Saint-Florian, quand même, hein, où Bruckner a passé toute son adolescence, et où il passait tous les étés au calme pour composer. Et il a eu cette phrase, Boulez, que je trouve absolument magnifique, là aussi, et qui va nous permettre d'entrer dans cette 8e symphonie. Peu d'œuvres évoquent à ce point l'architecture. Oui, ce sont des grandes arches sonores. Et en même temps, il y a quelque chose d'incertain, un questionnement qui donne à cette architecture son aspect si humain. Vous voyez, c'est tout à fait ce que je vous disais. Des cathédrales, mais on n'a pas froid dans ces cathédrales-là. Non, pas du tout. Ce n'est pas des grandes cathédrales gothiques où on est un peu perdu, vous voyez. Non, ce sont des cathédrales baroques. Hein. C'est le baroque italien, c'est l'abbaye de Saint-Florian, vous voyez, avec les petits angelots partout. C'est chaud, hein, c'est coloré. Ça peut être sensuel parfois. Il y a de la sensualité dans la musique de Bruckner, notamment toute la partie de violoncelle et de contrebasse, qui énonce souvent les thèmes les plus lyriques, les plus tendres, les plus beaux de Bruckner. Alors justement, c'est le cas de cette 8e symphonie que vous allez entendre dans quelques jours. Que le président de la société philharmonique, justement, enfin du Wiener Philharmonic Verlag, c'était en fait l'imprimerie du Wiener Philharmoniker à l'époque, hein, avait qualifié, hein, c'était un dénommé Joseph Weuss, il avait qualifié cette symphonie de tragique. Et on verra pourquoi. Alors parmi les autres traits de personnalité de Bruckner, si vous voulez, eh bien, il y a la patience, la ténacité, la détermination. Voilà quand même un homme qui était fils de petit instituteur de province, de campagne. C'est pour ceux qui connaissent Ansfelden, à quelques encablures de Linz, où il y a la maison natale, où il y a l'école. Bon, c'était un village à l'époque, il y avait peut-être 300-400 habitants. Et comment ce petit-fils instituteur lui-même au début de sa carrière, a réussi à force de courage, à force de formation acharnée. Voilà quelqu'un qui s'est formé pendant les 40 premières années de sa vie. Jusqu'à l'âge de 40 ans, il n'a fait que se former. Et notamment avec le fameux Simon Zechter, qui était un grand contrapuntiste à Vienne et que Schubert, dans les toutes dernières années de sa vie, avait contacté pour également se perfectionner dans le contrepoint. Donc Bruckner a beaucoup travaillé, il a eu de nombreux professeurs et toujours au service de son objectif. Et ça, cette détermination-là, elle est absolument exemplaire. Donc c'est rare, cet exemplaire, effectivement, et c'est quelqu'un, si vous voulez, qui en fait aussi avance en dépit des obstacles. C'est-à-dire que quand il est arrivé à Vienne, on lui a mis des bâtons dans les roues, notamment un dénommé Hans Lick, Edouard Hans Lick, qui était un des papes de la critique viennoise de l'époque, conservatrice, et qui en plus enseignait à l'université. Donc il a tout fait pour que Bruckner n'obtienne pas de poste à l'université. Et surtout, dès que Bruckner dirigeait ou faisait diriger une de ses symphonies à Vienne, on l'étriait absolument, hein, on l'a traité de tous les noms. On l'a traité de pochetron, de pâle copie de Wagner et de Beethoven, de mélange indigeste justement de ces deux compositeurs. On l'a traité de tous les noms. Et il a continué, il a poursuivi son travail.
pour effectivement achever une œuvre qu'il avait en lui. Alors son œuvre, en fait, si vous voulez, elle est effectivement, et notamment dans les adagios, mais pas seulement, elle est tournée vers l'intérieur. C'est une œuvre effectivement qui va très profond dans l'expression du sentiment. On peut considérer qu'effectivement Bruckner a été ce qu'on appelle un post-romantique, le dernier des grands romantiques. Mais pour autant, si vous voulez, sa musique n'est jamais pessimiste, me semble-t-il. Vous voyez, à l'image de Beethoven, qu'il admirait profondément, il y a toujours chez lui un chemin, un parcours qui est proposé. Et la 8e symphonie, c'est exactement le cas. On va le voir. On commence en ut mineur, dans une atmosphère sombre, de désolation, et progressivement, étape par étape, on va accéder à la lumière. On va accéder à l'ut majeur, dans la coda finale. C'est un parcours existentiel, c'est un parcours spirituel que nous propose Bruckner dans chacune de ses symphonies, à l'image de celle de Beethoven. Alors ça, si vous voulez, ce sont les congruences, comme disent les psychologues, c'est-à-dire c'est congruent entre l'œuvre et la personne. Oui, mais il y a des dissonances. C'est ça qui est absolument incroyable. Et ces dissonances, si vous voulez, elles sont soulignées par un grand musicologue allemand qui a travaillé sur les différentes versions, qui s'appelle Léopold Nowak et qui a écrit des ouvrages aussi de référence sur Anton Bruckner. Et Léopold Nowak, en 1964, dit oui, mais au fond, attention, il y a un certain nombre de faits qui ne correspondent pas entre la personnalité de Bruckner et son œuvre. Alors par exemple, je vous l'ai dit, l'homme est simple, il est modeste, il est presque aussi, il est obséquieux. C'est quelqu'un qui a une relation à l'autorité, probablement liée à son enfance, à son adolescence avec les moines de l'abbaye de Saint-Florian. C'est quelqu'un qui est excessivement obséquieux. Or, son œuvre est ambitieuse. Son œuvre est audacieuse. Son œuvre est métaphysique. Vous voyez, il y a une différence entre la simplicité du personnage, voire sa rusticité. Il y a un musicologue allemand qui a écrit un livre en anglais qui s'appelle Bruckner Rustic Genius, un génie rustique, et en même temps une extrême sophistication dans l'écriture, et puis en même temps cette grandeur métaphysique. Où allait-il chercher cette grandeur métaphysique? On ne le sait pas, c'est un grand mystère. Mais comme dirait Paul Claudel dans Le Soulier de satin, comme dit un des personnages du Soulier de satin, le plus beau, c'est ce que vous ne comprendrez pas. Et avec Bruckner, on ne comprend pas tout. Alors, l'enfance de Bruckner, ça a été une enfance dans ce qu'on a appelé la période Biedermeier, ou le Vormärz. Le Vormärz, en fait, c'est la période qui va du traité de Vienne 1815 jusqu'à 1830. C'est une époque paisible, après les guerres napoléoniennes, et là où Bruckner a vécu, la révolution industrielle on ne sentait pas les effets de la révolution industrielle. Bruckner a vécu une enfance, une jeunesse à l'abri des fracas de la révolution industrielle. Son univers, en fait, c'est un univers de routine. Et d'abord, il a vécu dans des petits villages. Alors, il y a un truc intéressant, c'est que dans les petits villages où il était instituteur au départ, pour arrondir un peu les fins de mois, parce qu'à l'époque, les instituteurs ne gagnaient quasiment rien. Son père ne gagnait rien, les instituteurs étaient très mal payés. Pour arrondir un peu les fins de mois, il allait dans les bals de village. Il a commencé avec son père déjà. Il allait dans les bals de village le samedi et le dimanche et il jouait du violon avec un groupe d'amis. Et qu'est-ce qu'il jouait? Eh bien, il jouait les fameux Ländler, les valses à 3 temps, qu'on entend souvent dans ses symphonies, notamment dans les scherzi, dans les trios, mais aussi parfois dans certains, je pense au final de la 5e, vous allez entendre chez Bruckner des passages assez dansants. Il y en a assez peu dans la 8e, mais ça me semble-t-il une marque de sa jeunesse et de ce qu'il a vécu, lui, au plus profond lui-même.
Donc les bals de campagne, les églises, l'orgue de Saint-Florian, bien sûr, qui l'a beaucoup influencé aussi, puisque là on retrouvera une écriture en terrasse un petit peu dans ces symphonies, et puis on retrouve aussi, vous savez, quand l'orgue s'arrête, notamment à l'abbaye de Saint-Florian, on a un effet de réverbération. Eh bien, dans une grande salle, et j'espère qu'ici à Lyon, vous avez une bonne acoustique, mais je n'en doute pas, vous allez entendre à certains moments, quand l'orchestre s'arrête en tutti, vous allez entendre une certaine réverbération. Et ça donne un effet absolument incroyable à cette musique. Alors son caractère, je vous l'ai dit, hésitant, obséquieux, timide, mais en même temps, il ouvre des champs sur le plan musical avec une audace absolument incroyable. Il y a des audaces harmoniques chez lui qu'on ne retrouve, par exemple, pas chez Brahms, il y a les choses telles qu'elles sont, hein. Et il y a des ruptures, il y a des blocs sonores qui s'affrontent, il y a des dissonances.
Il y a tout un tas de choses, si vous voulez, qui font que cette musique, en fait, à l'époque, hein, elle est très moderne, en fait. Hein. Il y a une certaine modernité, il a pris des risques. C'est ça qui est étonnant aussi, c'est là la dissonance. Et voilà un homme qui était humble, obséquieux, et qui, dans sa musique, prend d'énormes risques. Et d'ailleurs, les risques, forcément, la critique, notamment à Vienne, l'a étrillé en permanence. Et surtout, c'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir. À l'image de Beethoven dans les derniers quatuors, si vous écoutez, par exemple, la 9e symphonie de Bruckner, et que vous écoutez le final inachevé, alors Harnoncourt a eu cette phrase, hein, il a dirigé à Salzbourg, il a fait une conférence-concert à Salzbourg avec les Wiener Philharmoniker, il a dit le thème A de ce final de la 9e symphonie de Bruckner, c'est comme une pierre de lune qui viendra s'écraser sur la Terre. C'est un côté cosmique. Et je vous assure que c'est quelque chose, il y a une espèce d'angoisse métaphysique dans cette musique qui est absolument incroyable. Alors Simon Rattle l'a complété, enfin, à l'aide de musicologues américains, anglais, il a complété, il a fait un final complété, hein, qui est plutôt bien fait avec les Berliner Philharmoniker. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ce final de la 9e symphonie, je vous le recommande vraiment chaudement. Et là, vous voyez que Bruckner, effectivement, plonge dans le XXe siècle, et notamment aussi le final, le scherzo de la 9e symphonie, qui là annonce le Sacre du printemps de Stravinsky, avec cette espèce de martèlement des cordes, hein, absolument incroyable. Alors quels étaient les plaisirs d'Anton Bruckner? Mais il en avait relativement peu. L'enseignement. Il a enseigné pendant 30 ans au conservatoire et à l'université. Et ça, c'était sa grande joie. Un jour, il y a Gustav Mahler. Gustav Mahler n'a pas été l'élève de Bruckner, mais il a assisté à certains de ses cours à l'université. Et puis à la fin d'un cours, un après-midi à Vienne, sur le Ring, il a dit à Mahler, tiens, venez Gustav. Il y avait un vieux piano, là, plein de poussière, là, à l'université de Vienne. Il lui a joué l'Adagio de sa 7e symphonie. Vous imaginez l'émotion à la fois de Gustav Mahler et de tous les élèves qui étaient là, de tous les étudiants qui étaient là, qui ont entendu pour la première fois sonner les notes de l'Adagio de cette 7e symphonie. Donc, enseigner, ça c'était un de ses plaisirs. Les plaisirs de la table. Voilà un compositeur qui, comme Johannes Brahms, d'ailleurs, ils se sont rencontrés à Vienne. Alors, ils n'arrêtaient pas, surtout Brahms. Hein. Il a dit « c'est un pauvre fou que les moines de Saint-Florian auront sur la conscience toute leur vie ». Il a dit quand même que Bruckner était un fou. Il a dit que sa musique ne valait rien, qu'il ne comprenait rien à sa musique. Il a dit quoi? Des symphonies. Bruckner a écrit des symphonies, mais vous rigolez, c'est pas des symphonies, c'est tout sauf des symphonies, c'est un espèce de galimatia musical. Bon, bref. Et puis Bruckner, lui, qui était d'un naturel timide et qui n'était pas méchant pour de rond, si vous voulez, c'était pas le genre de quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui allait critiquer les autres, vous voyez. Il avait dit bon, lui, c'est un protestant du Nord, moi, je suis un catholique du Sud. Alors, on n'est pas fait pour s'entendre. Mais un jour, ils se retrouvent dans une auberge à Vienne, et alors là. Ils constatent quand même ensemble, ils font un consensus là, qu'ils ont le même appétit solide et qu'ils ont la même appétence pour la bière. Parce qu'il faut quand même savoir que Bruckner, le soir, je m'en suis entretenu avec Frau Elisabeth Mayer, il buvait entre 8 à 10 bières par soir quand même. Hein. Quelqu'un, vous voyez, d'assez solide. Hein. Mais en même temps, un solitaire qui est en quête d'absolu, qui est en quête d'élévation. Alfred Einstein, dans son livre sur la musique romantique, dit cette chose magnifique, il dit « c'est une musique ». Monumental et tendre à la fois. Il y a un de ses amis, un de ses élèves qui s'appelait Franz Schalk, qui va en être question là pour la 8e. Et Franz Schalk le connaissait très bien, hein. Il l'appelait Francisque Bruckner, hein. Il l'avait par son petit nom, Francisque. Bon. Et Franz Schalk témoigne, un énorme fossé le séparait de son environnement. Bruckner paraissait à bien des égards être né trop tard en ce monde où il se sentait mal à l'aise.
La naïveté intarissable de son âme ne pouvait pas s'incarner dans cette époque d'usure de l'intelligence. Il traversa la vie en solitaire, ainsi fut l'homme, ainsi son œuvre. Fin de citation. Cette solitude, on la ressent dans la 8e, notamment dans l'Adagio. Une solitude abyssale. Alors, la gestation, j'y suis maintenant, une gestation douloureuse, oui, parce que si vous voulez, cette symphonie, en fait, finalement, qui lui a valu 6 ans de travail, elle a été conçue d'abord dans la joie, et ensuite achevée dans la tristesse. C'est la joie et la tristesse. Vous allez me dire, on traverse tous, nous, dans nos vies, des périodes de joie et des périodes de tristesse. Alors, la joie, pourquoi ? En 1884, oui c'est ça, alors en juillet 1884, il se lance dans l'aventure de cette 8e symphonie. Il est tout content, surtout parce que sa 7e symphonie, qui a été jouée pour la première fois à Leipzig le 30 décembre 1884, elle a été un énorme succès. C'est le grand chef Arthur Nikisch qui dirige à Leipzig, en présence de Bruckner, c'est un succès énorme. Alors le succès est encore plus fort à Munich. À Munich, sous la direction d'Hermann Lévy, le 10 mars 1885, donc la 7e symphonie, parce que Munich était une ville wagnérienne, c'est là qu'a été créée notamment la première de Tristan et la première de l'Or du Rhin, rien que ça, d'accord ? Donc, tradition wagnérienne à Munich, et donc énorme succès dans l'Odeonsaal de la 7e symphonie de Bruckner à Munich. Et figurez-vous que le soir du concert, donc le 10 mars 1885 à Munich, non loin de l'Odeonsaal, Hermann Lévy, le grand chef Hermann Lévy, qui en 1882 dirigera le Parsifal de Wagner. Hermann Lévy, lors du banquet, se lève, il dit « Mes chers amis, je voulais vous dire quelque chose. Je viens de diriger la 7e symphonie de Bruckner. Eh bien, Bruckner est le plus grand symphoniste que j'ai jamais entendu depuis la mort de Beethoven. » Alors, vous imaginez dans quel état se trouvait Bruckner, hein. Il était très, très heureux, ému, presque aux larmes, d'entendre que Hermann Lévy disait tout le bien qu'il pensait de cette symphonie. Il faudra attendre, parce qu'à Vienne, il y avait toujours un petit temps de décalage. Bruckner a toujours eu du succès en Allemagne, mais à Vienne, ça a mis plus de temps. Alors à Vienne, on a attendu un peu plus longtemps pour diriger la 7e, en 1886, donc un an après Munich quand même, Hans Richter. Alors Hans Richter, c'était un peu le Karajan de l'époque, puisque c'est lui qui dirigea le Ring à Bayreuth pour la première en 1876. D'accord ? Donc c'est un très très grand chef d'orchestre et c'était le chef des Wiener Philharmoniker. Alors dans le Frankfurter Zeitung, l'ancêtre du FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, on lit donc à l'issue de la 7e symphonie, Bruckner est un génie qui force la comparaison avec Beethoven et qui en effet manifeste des traits dignes du seul Beethoven. Donc 1er juin 1885. Donc j'imaginais la joie de Bruckner qui enfin, à l'âge de 60 ans, après 50 ans ou 60 ans de travail acharné, enfin se trouve reconnu comme un grand symphoniste. Ça a été la joie du départ. Le seul problème, c'est que lorsque Bruckner a envoyé la partition de cette première version à Hermann Lévy, le fameux qui lui avait dit « je lève mon verre au plus grand symphoniste depuis Beethoven », là, il y a un petit feuilleton qu'il faut que je vous raconte. Parce que ça a généré énormément de déceptions. Certains parlent même de dépression. D'autres musicologues allemands disent qu'il n'était pas loin du suicide, un peu comme Beethoven au moment en 1802. Beethoven découvre qu'il a perdu 60% de son audition et qu'il rédige le fameux testament de Heiligenstadt en 1802. Alors le 16 août 1885, à Steyr, donc une ville que Schubert fréquentait régulièrement, en Haute-Autriche, eh bien, Bruckner écrit à son ami et élève Franz Schalk, le fameux francisquais, « Je viens d'achever les esquisses de la 8e, le final est le mouvement le plus réussi de toute ma vie. » Il est très fier de son travail. Le 4 septembre 1887, de Saint-Florian, il envoie cette lettre à Hermann Lévy. Il envoie une lettre à Hermann Lévy, tout content d'avoir fini la première version que vous allez entendre donc dans quelques jours ici à la Philharmonie. Alléluia. Ça c'est Bruckner, Alléluia. J'ai enfin achevé la composition de la 8e et je me dois d'en informer en premier mon père artistique, Künstlerischer Vater. Hans Richter a dirigé avec brio ma 7e à Londres. Ce fut également le cas à New York et Boston. Vous imaginez Bruckner, petit-fils d'instituteur de Hans Felden, qui jouait à New York et à Boston. C'était quand même inespéré de sa part. Tout d'abord, puis-je vous solliciter, très grand maître, pour diriger la première de ma 8e ? Vous voyez toute l'humilité du personnage. Je solliciterai ensuite Sa Majesté l'Empereur. Pour obtenir sa dédicace, il l'obtiendra. La symphonie numéro 8 est dédiée à l'empereur François-Joseph.
La 7e était dédiée à Louis II de Bavière. Et la 9e, comme vous le savez, au bon Dieu. En espérant ne pas vous avoir importuné avec ma demande, quand même un des plus grands symphonistes de l'histoire, quand même, qui s'adresse à un chef d'orchestre et qui lui dit « J'espère ne pas vous avoir importuné ». Avec mes plus profonds remerciements et le plus grand respect, Anton Bruckner. Alors là, il n'a pas encore envoyé la partition. Il lui dit « J'ai fini, je suis content, alléluia ». Alors il attend la réponse d'Hermann Lévy. Et Hermann Lévy lui répond, le 8 septembre 1887, donc 4 jours après, assez vite. « Envoyez-moi la partition. Merci d'avoir pensé à moi pour diriger cette première de votre 8e. » Alors, il précise toutefois dans la lettre, Hermann Lévy, qu'il ne pourra pas la diriger tout de suite, parce qu'il a quand même d'autres œuvres un peu plus importantes à diriger, et qu'il faudra attendre quand même plusieurs mois pour éventuellement la diriger. Alors, Bruckner est toujours plein d'espoir, mais ça va un peu se corser. Ça va se corser parce que le 19 septembre 1887, cette fois, il lui envoie la partition. Alors là, c'est des lettres que j'ai traduites, parce que malheureusement, les lettres de Bruckner n'ont pas été traduites en langue française, donc il y a 2 volumes de correspondance qui sont parus donc à Vienne, hein, et j'ai traduit ces lettres, donc ce que je vous dis là, c'est assez inédit, hein, vous ne trouverez nulle part en langue française. Alors il lui écrit donc le 19 septembre 1987 à Vienne, et il lui envoie cette fois la partition à Hermann Lévy. « Je suis ravi de pouvoir vous envoyer la partition de la 8e symphonie. Puisse-t-elle trouver grâce ? Ce sera une joie profonde et indescriptible de l'avoir dirigée par un chef de votre qualité. J'ai tellement de choses à dire à mon noble et artiste père. Puissiez-vous avoir la meilleure santé et toutes les forces nécessaires afin que les jours de répétition et de concert ne soient pas pénibles, comme cela fut souvent le cas pour moi. Que Dieu vous donne la bénédiction. Avec mon plus profond respect et tous mes remerciements, Anton Bruckner. » Bien, alors Bruckner lui envoie la partition. Mais le 30 septembre 1887, donc environ une dizaine de jours après, là, Hermann Lévy, très gêné, n'ose pas écrire à Anton Bruckner. Il écrit à un de ses élèves, qui s'appelait Joseph Schalk, chef d'orchestre également. Et là, il lui dit la chose suivante, à propos de cette version que vous allez entendre. « Je suis un peu perdu. J'ai besoin de vos conseils, de votre aide. À vrai dire, je ne m'y retrouve pas dans la 8e symphonie. Et je n'ai pas le courage de la diriger. L'orchestre et le public seront, j'en suis sûr, les premiers à la rejeter. Je ne puis prendre le risque d'arrêter au bout de la 5e répétition. Je suis très fortement déçu. J'ai étudié l'œuvre pendant des jours, mais je n'arrive pas à me l'approprier. Loin de moi l'idée de porter un jugement, mais je trouve l'instrumentation impossible. Et ce qui m'a particulièrement effrayé, c'est la grande similitude avec la 7e. Le caractère presque stéréotypé de la forme. Moi, je fais une parenthèse, hein. Il y a un certain nombre de gens qui vous disent que Bruckner a composé 11 fois la même symphonie. Parce que comme chacun sait, il n'a pas composé 9 symphonies, il en a composé 11. C'est une absurdité totale. Bon, enfin, je ferme la parenthèse. Hein. Je le développe dans mon livre, et Eugen Urum, lui, bien mieux placé que moi, explique en quoi, effectivement, Bruckner n'a pas composé 11 fois la même symphonie. Le début du premier mouvement est certes grandiose, ajoute Hermann Lévy, mais je ne puis entrer dans le développement. Et même le dernier mouvement reste un livre scellé pour moi. Alors Joseph Schalk, très gêné, hein, qui connaît bien Bruckner, est chargé d'annoncer la nouvelle à Bruckner. Alors, le 7 octobre 1887, Hermann Lévy, donc, il annonce la nouvelle, hein, Joseph Schalk à Bruckner, et Hermann Lévy, lui aussi, prend son courage à deux mains et lui écrit une lettre qui a été effectivement la cause d'une grande déception de la part d'Anton Bruckner, que je vais vous lire, qui est traduite dans mon livre. « Cher et admiré ami, voilà près de 8 jours, je réfléchis à la façon de formuler ces longues lettres. Jamais encore il ne m'a semblé aussi difficile de trouver le ton juste pour vous exprimer ma pensée. Et voici venu le moment. Sachez qu'il m'est impossible de diriger cette 8e symphonie, dans sa forme actuelle. Je ne peux la faire mienne. Si sublime et grandiose que soient ces thèmes, l'exécution me paraît douteuse et l'instrumentation impossible. Je ne parle ici que de mon impression et de l'impact éventuel sur un public comme le mien. Je ne puis vous cacher qu'inscrire cette symphonie au programme de mes concerts d'abonnement serait courir un risque qu'il ne m'est pas permis de prendre, y compris dans votre intérêt. Déjà, lors de la première répétition de la 7e, l'orchestre s'était impatienté et des voix s'étaient élevées pour la retirer du programme. J'ai dû la défendre auprès des musiciens en leur disant qu'ils viendraient à l'apprécier après 5 répétitions. Mais je ne m'en sens pas capable avec cette 8e.
Je l'ai pourtant étudié pendant des heures et des jours, mais je n'en suis pas devenu plus proche pour autant. Comme j'aimerais en accepter l'anti-responsabilité. Que disent vos amis viennois? Je ne peux me résoudre à penser que soudain, je puisse perdre toute compréhension à votre égard. Je suis au contraire enclin à croire qu'au cours de ces dernières années d'isolement et de lutte perpétuelle avec le monde, votre sens de la beauté, des proportions et de l'euphonie s'est quelque peu émoussé. Ça, c'est la phrase qui tue. Comment pourriez-vous sinon justifier de l'usage que vous faites des trompettes et des tubas, des cuivres en général? Veuillez m'excuser d'entrer ainsi dans les détails et croyez bien que je suis profondément attristé de vous causer une telle déception. Libérez-moi de ma promesse d'exécuter cette œuvre. Je le ferai certainement mal et laissez-moi plutôt diriger la romantique, la 4e, en novembre prochain. Écrivez-moi bientôt. Peu importe ce que c'est. Faites-moi seulement savoir comment vous avez reçu ces lignes qui m'ont été si difficiles à formuler. Ne perdez pas courage. Retravaillez votre symphonie. C'est comme un élève de 6e, voyons. Mon garçon, il va falloir que tu revoies ta copie. À 60 ans. Ne perdez pas courage, retravaillez votre symphonie. Demandez conseil à vos amis viennois. Et à Schalke, une refonte sera sans doute bénéfique. Je vous prie de me garder votre sympathie. Prenez-moi pour un âne, peu m'importe. Mais sachez que mes sentiments pour vous n'ont pas changé et jamais ne changeront. Votre très respectueusement dévoué, Hermann Lévy. Bruckner, qui était un homme, je vous l'ai dit, hein, un mélange détonnant de doute et de détermination, là il est plutôt dans le doute. Il est plutôt dans le doute, mais rassurez-vous, pas longtemps. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'il a eu une période très dépressive, mais il s'en est vite remis. Il s'est très vite remis au travail. Dans une lettre donc, du 20 octobre 1887, il écrit à Hermann Lévy, je cite, hein, qu'il va faire son possible au mieux de ses connaissances et de ses convictions. C'est-à-dire qu'en fait, il suit les injonctions d'Hermann Lévy. Et il achèvera la seconde version le 10 mars 1890, parce que le problème, c'est que Hermann Lévy a tellement introduit le doute dans son esprit qu'il va remanier la première, il va remanier la 3e, et il va remanier la 4e, le final de la 4e. Donc vous voyez, c'est pour ça que ça va lui prendre presque 3 ans. Hein, et du coup, il abandonne aussi les premières esquisses de la 9e. Ce qui fait que, grâce ou à cause de Hermann Lévy, eh bien, on n'aura pas ce final de la 9e qui aurait pu probablement être achevé s'il n'avait pas remis sur le métier cette 8e et ces 3 autres symphonies. Quelles sont les différences entre les deux versions? Entre la version de 1887 et 1890, pour ceux qui ont eu la chance de les comparer, de les écouter. Bien, déjà, on remarque quelque chose, c'est que les thèmes sont à peu près identiques. C'est-à-dire que le matériau de base est à peu près le même. On retrouve à peu près les thèmes, vous voyez, bon. Sauf qu'ils ne sont pas du tout instrumentés de la même façon. Il y a des détails de l'instrumentation, et plus que des détails, hein, qui sont radicalement différents. Il y a des instruments qui sont utilisés à la place d'autres, etc. Ce n'est pas du tout la même instrumentation. La partition est réduite de 164 mesures, ce qui est énorme. Hein. Donc il y a une réduction très sensible entre la version de 1887 et celle de 1890. Le final est celui qui est probablement le plus réduit des 4 mouvements, mais il n'en demeure pas moins que le final de la 8e dans sa version de 1890 est 2 fois plus long que le final de la 7e. Donc c'est un des finales les plus longs de toute l'histoire de la symphonie, si on accepte par exemple la 6e de Mahler. Mais Mahler vient bien après. Dans le premier mouvement, que vous allez entendre dans quelques jours, eh bien, à la fin du premier mouvement, Bruckner avait prévu un fortissimo, une coda apothéotique. Vous voyez ? Eh bien, dans la version 1887, qu'on va entendre tout à l'heure, de 1890, pardon, ça se termine pianissimo. Et il est vrai que ce final cette coda du premier mouvement de la version de 1887 est assez conventionnel, pour ne pas dire assez balourd. Et il est vrai, si on compare les deux versions, que la version de 1887 est moins finement ciselée sur le plan instrumental. Les liaisons harmoniques sont moins fines, l'instrumentation est un peu plus pataude, c'est un peu plus lourdeau, vous voyez. Et il est vrai qu'Hermann Lévy a probablement eu raison, ça lui a fait beaucoup de peine à Bruckner, mais Hermann Lévy a probablement eu raison de lui dire de remettre sur le chantier cette symphonie. Parce que la version 1890, qui est le plus souvent jouée, hein, là c'est assez exceptionnel hein, que Simon Young décide la version 1887, la version 1890 est quand même nettement plus achevée, plus finement pensée et instrumentée. Alors c'est d'ailleurs assez paradoxal parce qu'il rajoute des instruments,
Par exemple, il met 8 corps au lieu de 4. 8 corps dans la deuxième version, 4 dans la première. Mais ça paraît moins lourd. Il met les bois par 3, alors qu'ils n'étaient que par 2 dans la première version. Il rajoute 3 harpes qu'on n'avait pas dans la première version. Et donc, finalement, l'instrumentation est plus riche, mais quand on écoute, ça paraît plus agréable, ça paraît moins lourd. Vous voyez, donc là, il y a eu un gros travail, parce que Bruckner était quelqu'un de méticuleux, très méticuleux. Quand on voit comment il tenait son cahier de prière, vous voyez, quand il faisait 4 fois une prière le matin, il soulignait avec soin 4 fois le Salve Regina ou l'Ave Maria. Voilà. Et quand on voit ces partitions, les partitions de Bruckner ressemblent à celles de Jean-Sébastien Bach. C'est-à-dire que c'est parfaitement bien écrit. C'est rond, vous voyez, c'est vraiment magnifiquement présenté. Ce n'est pas le désordre absolument anarchique des partitions de Beethoven. Vous avez des esquisses dans tous les coins. Donc il y a plus d'instruments, mais ça sonne mieux. On va l'entendre tout à l'heure. Et puis il modifie certaines gradations, et là par exemple c'est vrai, si on prend l'échelle céleste, la fameuse échelle céleste qu'on va entendre tout à l'heure dans la 8e, dans l'Adagio, l'échelle céleste de la version 1890, me semble-t-il, est mieux amenée, plus finement amenée que celle de 1887, qui est un peu plus pataude, qui est un peu plus lourde. Vous voyez, d'ailleurs Bruckner avait cette expression, il disait, vous savez, moi je suis assez corpulent. Alors si je veux accélérer une symphonie, c'est un peu comme moi, il faut que je prenne mon élan. Il faut que je prenne mon élan parce que je suis assez corpulent. Alors, il envoie donc, le 27 février 1890, fort de cette deuxième version, achevée, il envoie cette lettre à Hermann Lévy, qui est là encore assez incroyable quand même. Il lui dit « Bien sûr, Hermann, j'ai des raisons d'avoir honte. Du moins cette fois-ci à cause de la 8e. Pauvre âne que je suis. Maintenant, elle semble tout autre. » Vous voyez ? Donc il se dit, voilà, j'ai mal travaillé, maintenant j'ai mieux travaillé et je suis fier de mon travail. Alors, le résultat final, il ne sait pas attendre longtemps. Hans Richter, donc, le 18 décembre 1892, au Musikverein que vous voyez ici, vous voyez Hans Richter sur la photo, là, avec sa grande barbe, celui qui dirigera donc le Ring à Bayreuth, eh bien, c'est un succès absolument énorme. Brahms est dans la salle. Il a dû être fortement impressionné. Fortement impressionné, il a dû revoir son jugement là, à ce moment-là, en écoutant cette symphonie. Alors c'était pas son monde, vous imaginez bien, mais il a dû être fortement impressionné. Et puis alors le fameux Hans Lick, lui, était venu aussi. Il est parti à la fin du 3e mouvement. Sous les applaudissements, parce qu'on voulait s'en débarrasser, parce qu'effectivement, les étudiants, parce que Bruckner avait des étudiants qui étaient vraiment presque amoureux de lui, et il avait à chaque concert, y compris Mahler de temps en temps, il avait à chaque concert un groupe d'étudiants qui venaient le soutenir et qui applaudissaient sa musique. Donc les étudiants ont dû applaudir le départ de Hans Lick en disant « bon débarras ». Et alors, si vous voulez, alors là, à l'époque, on remettait une couronne de laurier au compositeur. Alors Bruckner, à la fin de l'œuvre, au Musikverein, dans la grande salle du Musikverein, la salle dorée, Goldener Saal, eh bien, on lui remet cette couronne de laurier. Vous avez ici une caricature de l'époque d'Otto Böhler, le viennois Otto Böhler. Et alors, Bruckner, là c'est du Bruckner tout craché, il quitte la salle et il va acheter des beignets fourrés, alors c'est ce qu'on appelle des Krapfen, en allemand Krapfen, des beignets fourrés à la marmelade, et il les offre à Hans Richter et aux musiciens autour de lui. Vous voyez, ça c'est Bruckner, toute la naïveté de Bruckner, vous voyez, qui va acheter des petits gâteaux pour le chef d'orchestre, tout content d'avoir eu ce succès à Vienne. Alors plus sérieusement, si vous voulez, un dénommé Hugo Wolf, grand compositeur de Lieder s'il en est, était dans la salle. Et Hugo Wolf écrit la chose suivante. Ce fut une complète victoire de la lumière sur l'obscurité. Avec une force primitive, une tempête d'applaudissements se déchaînait après chaque mouvement. Bref, ce fut un triomphe, plus beau qu'aucun général romain osa jamais en rêver. Fin de citation. Et c'est vrai que le crâne de Bruckner, on a souvent comparé le crâne de Bruckner, vous savez, il n'a quasiment pas de cheveux, il avait un nez assez proéminent, on l'a souvent comparé son crâne à un empereur romain. Et bien là, l'empereur romain, effectivement, il a un succès absolument incroyable. Sa réputation s'étend, grand succès de la 7e et couronnement extrême au Musikverein de Vienne à cette époque, en 1892. Le problème, c'est qu'effectivement, au moment où sa réputation s'accroît, sa santé décline. Et ça, c'est un peu le drame, effectivement, d'Anton Bruckner. Une œuvre gigantesque et dramatique. Replaçons, si vous le voulez bien, cette œuvre dans la chronologie. Parce que quand on écoute une symphonie, on se dit, mais d'accord, elle a été composée en 1887, oui, mais en 1887, qu'est-ce qui s'est passé en 1887 ? Eh bien, prenons quelques dates pour avoir des points de repère.
1885, c'est la 4e symphonie de Brahms, sa dernière. Alors, il paraît que Brahms n'a composé que 4 symphonies, d'abord parce que ce n'était pas forcément son registre préféré. Brahms a été quand même avant toute chose un grand compositeur de musique de chambre, d'accord, et de musique aussi d'église. Et puis, par ailleurs, il n'aurait pas dépassé le chiffre de 4 symphonies parce qu'il admirait profondément Schumann et que Schumann lui-même n'avait composé que 4 symphonies. Donc il n'a pas voulu aller plus loin que Schumann, que son père artistique et musical, pour le coup, là, qui s'appelait effectivement Robert Schumann. 1887, donc première version de la symphonie 8 de Bruckner. 1890, seconde version. Et pour vous donner un ordre d'idée, 1894, symphonie 2 de Mahler, Résurrection. Vous voyez, mais ça arrive après. Et puis après, la symphonie 9 de Bruckner, qu'il n'achèvera pas, puisque le matin même de sa mort, au château du Belvédère, dans une annexe du château du Belvédère, Bruckner, le matin même de sa mort, boit un verre de lait et travaille au final de sa 9e symphonie. Il va se coucher quelques heures après et il meurt dans l'après-midi. Donc il travaillera jusqu'à son dernier souffle. Et puis en 1909, vous imaginez, seulement, j'allais dire, la 9e de Mahler. Donc, si vous écoutez la modernité de cette écriture, déjà dans la 8e, on ne parle même pas de la 9e, là on voit que Bruckner a un temps d'avance. Il a un temps d'avance sur Brahms, il a un temps d'avance sur tous les autres. Il y a un dénommé Max Auer qui a été avec Göllerich, August Göllerich, un des premiers biographes de Bruckner. Voilà un homme, Max Auer, qui a rencontré Bruckner, qui connaissait Bruckner. Et il dit au fond, dans son livre sur Anton Bruckner, qui est paru en 1923, il dit, au fond, s'il fallait caractériser les 4 mouvements d'une symphonie de Bruckner, et c'est le cas de la 8e que vous allez entendre dans quelques jours, eh bien, dit-il, le premier mouvement, c'est le tragique intérieur. Vous voyez ? Le premier mouvement, c'est un peu à l'image de du premier mouvement, la 9e de Beethoven. Vous voyez ? C'est un combat. C'est un combat, bien sûr, mental avant toute chose, mais c'est les forces intérieures. Il dit, c'est le combat des forces mentales face aux épreuves. Ensuite, alors ça c'est pour toutes les symphonies, pour Max Auer. Ensuite, deuxième mouvement, c'est l'espace intime. Ben oui, parce qu'effectivement, Bruckner a probablement été, avec le Beethoven de la dernière période, des derniers quatuors et des dernières sonates pour piano et de la 9e symphonie, et avec Mahler, probablement celui qui a composé les plus beaux adagios de toute l'histoire de la symphonie. Et là, les adagios, effectivement, c'est l'espace intime d'Anton Bruckner. Alors, dans la 8e, il inverse. L'adagio arrive en 3e position. Parce qu'effectivement, on verra pourquoi. Le 3e mouvement, dit-il, c'est donc le scherzo, c'est les forces vitales. Vous voyez ? Alors, s'il y en a un qui a amené le scherzo beethovenien, c'est qu'avant Beethoven, c'était souvent des menuets. On est passé du menuet au scherzo. Eh bien, s'il y en a un qui est allé encore plus loin, plus fort, plus profond dans le scherzo de Beethoven, c'est bien Anton Bruckner. Il arrive à développer une puissance absolument incroyable dans ses scherzi. Et puis enfin, dit-il, 4e mouvement, c'est la victoire de l'esprit. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure, la musique de Bruckner n'est pas une musique pessimiste. Il y a toujours, comme dit Sergiu Celibidache, un final apothéotique. Et c'est cette phrase de Celibidache qui dit dans le film Le Jardin de Celibidache, il dit cette manière, dit-il, d'accéder progressivement à la lumière, ces finales apothéotiques, pour être baigné une dernière fois dans la lumière, ça n'existe nulle part, dit-il. Alors, entrons, si vous voulez bien, dans l'œuvre maintenant. Quelques extraits, bien sûr. Eh bien, nous allons tout de suite nous projeter dans le premier mouvement et nous allons entendre le tout début. Qu'est-ce qu'on entend au début ? On entend une musique sombre qui semble surgir des tréfonds, une atmosphère à la fois mystérieuse et douloureuse, dans une espèce de pénombre. Et très vite va surgir en fait de cette ombre le premier thème qu'on appelle le thème A. Et vous allez entendre tout de suite, assez vite, aux cordes d'abord, et ensuite le ton plaintif de la clarinette. Et ensuite, le ton plaintif, c'est repris par le hautbois. Là, on a vraiment déjà une tonalité qui, me semble-t-il, est celle de la plainte et de la tristesse.
Donc ça, c'est ce que Bruckner appelait le Hauptthema, c'est-à-dire le thème principal, premier thème, premier groupe de thèmes, si vous voulez. Hein. Et dans ce Hauptthema, on a tout de suite, très vite, hein, un premier, dans l'exposition, un premier épisode donc fortissimo qui arrive et qui est menaçant, hein, oppressant, écrasant, hein, un peu à l'image du premier thème de la 9e de Beethoven. Vous entendez ce hautbois particulièrement plaintif? On a l'impression d'entendre Bruckner lui-même se plaindre. Alors ça c'est le thème A, le Hauptthema, et on passe ensuite, comme souvent chez Bruckner, tout est parfaitement à sa place. Hein, chez Antoine Bruckner, hein, effectivement, ce sont des cathédrales sonores, hein, il y a des grands piliers, hein, on suit très facilement sa musique, et bien on passe ensuite à un thème qui vient contraster le premier thème, que Bruckner appelait la Gesangsperiode, c'est-à-dire le thème chantant, le thème lyrique, un thème doux, sensuel, lyrique, hein, tendre. Et puis ensuite, donc nous sommes toujours dans l'exposition. Comme souvent chez Bruckner, il y a, non pas comme chez Beethoven, deux thèmes, mais deux groupes de thèmes, mais un troisième groupe de thèmes que Bruckner appelait le Oktaventhema, qui lui, cette fois-ci, est plus dissonant, avec effectivement des corps, des bois en alternance, des figures descendantes de rythme ternaire, puisque Bruckner aimait souvent allier rythme binaire, rythme ternaire. Eh bien, entendons par exemple ce groupe de thème C dès sa première apparition dans l'exposition.
Vous voyez là, quand je vous parlais de la finesse de l'instrumentation, là on est bien dans la version 1890. Hein. Vous voyez ce dialogue entre les corps et les tubes wagnériens et par exemple le hautbois, la flûte, la clarinette. Tout ça est parfaitement à sa place, parfaitement ciselé, il y a un dialogue là qui s'opère qui est absolument magique. Comme souvent chez Bruckner, si vous voulez, le thème va s'amplifier, va s'intensifier, va devenir de plus en plus menaçant, de plus en plus douloureux. Et Paul Gilbert Langevin, dans son magnifique livre consacré aux symphonies de Bruckner, parle d'un terrible corps à corps. Ce corps à corps, effectivement, que mène par exemple ici dans cette version Carlo Maria Giulini. Ce corps à corps qu'il incarne lui-même dans sa manière de diriger ce moment absolument tendu, oppressant du développement du premier mouvement de cette 8e symphonie. Alors Carlo Maria Giulini, dans un des derniers numéros de Diapason, est considéré, avec le Wiener Philharmoniker, comme étant une des versions de référence de la 8e. Je vous l'ai dit, la coda, c'est-à-dire l'extrême fin du premier mouvement, a été considérablement modifiée entre la version de 1887 et celle de 1890. Alors, je vous propose justement, pour comparer, d'entendre la version de 1887. Donc, vous allez voir que un moment ça s'arrête, on pense que ça s'arrête, et en fait il y a un fortissimo qui arrive, ça se termine en fortissimo, alors que dans la version de 1890 qu'on va entendre après, ça se termine pianissimo, même pianississimo. Là on est en F, 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 fortissimo, alors que dans la version de 1890, on va être en PPP, pianississimo. Écoutons si vous voulez bien cette version de 1887, donc finale du premier mouvement de la 8e.
Donc voilà la coda finale du premier mouvement dans sa version primitive. On note quand même une certaine, effectivement, hein, c'est assez conventionnel. Et en plus, si vous voulez, le problème, c'est que Bruckner l'a supprimé, ce passage fortissimo, parce que c'est redondant avec le final qu'on va entendre tout à l'heure, pour le coup, le coda du final, du dernier mouvement, la coda finale du dernier mouvement. Il y a une certaine forme de redondance là qui ne convient pas. Écoutons, si vous voulez, maintenant qu'on a cette version en tête de 1887, écoutons la version de Bernard Haitink, avec le Concertgebouw d'Amsterdam, dans la version cette fois de 1890. Alors, il faut quand même faire un petit commentaire sur ce passage qu'on vient d'entendre. Bruckner l'appelait d'une part l'annonce de la mort, avec ses fanfares stridentes des trompettes, des cuivres, qui annoncent donc la mort. Et puis ensuite, dit-il, c'est l'heure de la mort. Donc c'est pour ça que le thème se termine, vous voyez, il y a plus que le squelette du thème, ça se termine dans le silence. Et il a eu donc dans une lettre à Félix Weingartner le 27 janvier 1891, il lui écrit « C'est l'horloge de la mort qui frappe implacablement, sans jamais s'arrêter, jusqu'à ce que tout soit consommé. C'est comme lorsqu'un homme gît sur son lit de mort et que l'horloge frappe en même temps qu'il vit ses derniers instants. Tic-tac, tic-tac. » Fin de citation. Eh bien, je vous propose d'entendre donc à la fois l'annonce de la mort et ensuite l'heure de la mort dans la version de Bernard Haitink qui, là encore, sur son visage, exprime toute l'émotion qu'il a à diriger cette musique. Passons, si vous voulez bien, donc au troisième mouvement, donc scherzo. Alors, on va en entendre deux petits extraits. Dans ce scherzo, si vous voulez, à l'origine,
Bruckner avait déclaré qu'il avait dépeint ce qu'il appelait le Deutsche Michel. Alors le Deutsche Michel, c'est, disons, le bon vieux paysan, vous voyez, austro-allemand, plein de bon sens, les pieds bien arrivés au sol, etc. Et il avait pensé, un de ses amis qui s'appelait Karl Almelroth de Steyr, qui était un industriel franc et sincère, j'y crois pas une seule seconde. Je pense que dans ce scherzo, le Deutsche Michel, c'est Anton Bruckner lui-même. D'ailleurs, comme disait Goethe, hein, toute œuvre d'art n'est qu'une confession. Et parce que Bruckner, effectivement, j'avais écrit une revue de Wagner, dans une revue wagnérienne, toute une revue sur Bruckner, ça s'intitulait Bruckner entre terre et ciel. Bruckner est quelqu'un qui effectivement est né dans la campagne, hein, donc a vécu à la campagne. Bon, il n'était pas paysan, mais enfin il travaillait au champ à Windag, hein, pendant son premier poste à Windag, à la frontière tchèque, et d'instituteur, c'était très dur, il travaillait au champ, quel que soit le temps. Disons que c'est quelqu'un effectivement qui avait un bon sens de l'humour paysan, vous voyez, mais qui en même temps était capable de s'élever, qui était capable de rêver, hein, et d'avoir des aspirations très profondes. Et dans ce scherzo, en fait, on a à la fois dans la première partie le Deutsche Michel, on a un martèlement de 5 notes, vous voyez, très lourd, très pompeux, hein, pom 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 pom. Bon, ok, c'est vraiment rustique, hein. Et puis d'un seul coup, au trio, puisque dans un scherzo, vous avez toujours une partie scherzo rapide, un trio lent, dansant, et puis lyrique, et puis le scherzo qui reprend, d'accord, rapide. Et bien là, dans le trio, vous allez voir, ce Deutsche Michel, il se met à rêver, vous voyez, il passe de la terre au ciel. Hein. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Bruckner lui-même, hein. Je n'invente rien. Alors nous allons entendre, si vous voulez bien, le trio de la version de 1890 d'abord, qui est marqué langsam, c'est-à-dire lent, d'accord. Et on verra que le trio, c'est-à-dire au même endroit, exactement au même endroit, hein, de la version de 1887, c'est marqué allegro moderato, donc c'est un peu plus rapide. On va voir aussi que dans la version de 1887, il n'y a pas de harpe, alors que dans la version de 1890, il ajoute 3 harpes qui viennent, me semble-t-il, ajouter ce côté poétique, profondément poétique, hein, de cet épisode du rêve du Deutsche Michel. Donc dans la version de 1890, si vous voulez, cet épisode de rêve, ce trio du scherzo annonce l'adagio, hein, alors que dans la version de 1887, me semble-t-il, c'est un peu plus faible. Alors vous allez vous-même faire votre opinion. On va d'abord entendre la version de 1890, ce fameux trio, hein, au milieu du scherzo, et ensuite on entendra la version de 1887. Alors là, c'est le premier poste de Bruckner à Windag, je m'y suis rendu, hein, à la frontière tchèque. Il fait très très froid l'hiver, il travaillait au champ, il aimait se promener dans les forêts aussi, hein. Il avait des conditions de vie qui étaient très 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 dures, il était aide instituteur et organiste aussi à Windag, mais c'était vraiment une période difficile de sa vie. Écoutons le rêve du Deutsche Michel, donc dans la version de Herbert von Karajan, donc 1989.
Voilà pour la version de 1890. Écoutons maintenant la version de 1887, donc la première. Vous notez les différences. Elles ne sont pas minces, à la fois dans l'instrumentation, mais aussi dans l'exposé des thèmes. On les retrouve plus ou moins, les thèmes, mais ils ne sont pas du tout présentés de la même façon. Les transitions harmoniques ne sont pas les mêmes. Alors après, chacun trouvera la version qu'il préfère. Après tout, les deux sont d'Anton Bruckner lui-même. Alors, troisième mouvement, si vous le voulez bien, Adagio. Alors ça, c'est une mention que Bruckner adorait, hein. Feierlich, solennel. Avant lui, seul Robert Schumann, dans le quatrième mouvement de sa symphonie rhénane, avait mis cette mention Feierlich. Donc c'est une mention très rare dans l'histoire de la musique. Et là, effectivement, cet adagio, si vous voulez, est marqué Feierlich, langsam, lent, mais pas trop traînant. 300 mesures. Donc là, c'est un des mouvements lents les plus longs, je vous l'ai dit, de toute l'histoire de la musique. Avec deux groupes de thèmes, comme souvent chez Bruckner, hein. Un groupe de thème A, un groupe de thème B. Le groupe de thème A, eh bien, il est plutôt nostalgique, il est assez triste, comme souvent chez Bruckner. Et puis le thème B, lui, il est romantique, sentimental, lyrique. Bruckner aurait dit à l'un de ses amis qu'il avait trouvé le thème de ce thème B, hein, dans l'œil d'une jeune femme. C'est Göllerich un jour qui dit, non, Friedrich Engstein, un de ses élève de Bruckner, qui dans ses mémoires écrit, il m'a dit un jour avoir trouvé le thème de cet adagio à Sierning, près de Steyr, au moment où il croisa le regard profond d'une jeune femme. Fin de citation. Effectivement, il était à cette époque-là amoureux d'une certaine Marie Desmar, rencontrée à l'Opéra de Vienne. Ils allaient souvent à l'opéra ensemble, ils discutaient dans les loges, etc. Et en pleine période de composition, cet adagio de la 8e, Bruckner est tombé 17 fois amoureux, hein, à peu près dans sa vie. Et là, il est de nouveau amoureux, il lui adresse des lettres, dans laquelle notamment, le 11 mai 1885, hein, cette fameuse Marie Desmar, il loue, je cite, la beauté de son regard qui le console souvent. Donc ce thème B, il l'aurait effectivement trouvé dans l'œil d'une jeune femme. Alors je vous propose, pour ne pas abuser de votre temps, d'avancer donc dans cet adagio et d'arriver à ce que Christian Telemann appelle le point culminant. Christian Telemann, grand chef allemand, dit le rôle d'un chef d'orchestre, c'est progressivement d'amener étape par étape l'orchestre au point culminant. Eh bien le point culminant de cette symphonie, me semble-t-il, c'est l'échelle céleste de l'adagio. C'est-à-dire que là, sur le thème B, justement, celui de l'œil de la jeune femme, eh bien, on va avoir effectivement une succession de gradations qui vont mener à un point culminant, qui est un point et également d'émotion absolument extrême. C'est ce qu'on appelle chez Bruckner, hein, la technique de l'échelle céleste. Vous savez, ce songe de Jacob
Jacob qui, une nuit, s'endort et rêve d'une échelle qui relierait la terre et le ciel, où les anges iraient et venaient pour relier l'homme à Dieu. Eh bien, ces échelles célestes, si vous voulez, on en a chez Bruckner, on en a dans la 7e notamment, et là, on a une absolument incroyable, absolument sublime dans la 8e. Après cette échelle céleste absolument inédite dans l'histoire de la musique, on a effectivement à la fin de cette coda, à la fin de cet adagio, un retour au calme, une espèce d'immense méditation. Et là, le musicologue français Harry Albrecht dit la chose suivante, écrit la chose suivante. Il dit « L'âme goûte alors la plénitude de la paix dans le doux rayonnement du divin amour ». Écoutons, si vous voulez bien, l'extrême, les toutes dernières mesures de cet adagio avec Herbert von Karajan, 1989.
Je conclurai donc avec le quatrième mouvement, intitulé lui aussi donc Feierlich, solennel. C'est un des mouvements les plus impressionnants, les plus grandioses, les plus fascinants de toute l'histoire de la musique, avec probablement celui de la 6e symphonie de Mahler. Sauf que la 6e symphonie de Mahler se termine par des coups de hache. Le héros qu'on abat, comme disait Mahler, hein, donc ça se termine de façon absolument tragique, alors que là, ça se termine dans un bain de lumière, d'espérance, d'espoir. Donc dans ce final, un des plus élaborés, un des plus longs aussi de toute l'histoire de la musique, très complexe, on a un moment dans le développement, et là on voit toute la finesse de l'instrumentation brucknerienne, on a les 3 flûtes en suspension, vous voyez, des filets de flûte en suspension, où on entend le thème guerrier du début, parce que ça commence par un thème assez guerrier, le final, hein. Bruckner aurait dit que c'était la rencontre des 3 empereurs, hein, quelques années auparavant, donc c'est très martial, c'est très guerrier, c'est très viril, c'est très puissant, et là, dans le développement, on a un rappel de ce thème aux flûtes, donc vous voyez, comme un artisan vraiment de grand talent, comme de la haute couture, hein, on a ici un passage vraiment très finement composé. Alors nous allons entendre maintenant, et ce sera ma conclusion, les dernières mesures, la coda finale qui fait 63 mesures de cette symphonie. Bernard Haitink déclara à propos de cette coda finale: « Il suffit d'avoir dirigé le crépuscule des dieux de Richard Wagner pour voir en la coda de la 8e de Bruckner un crépuscule des dieux symphonique. » Certains s'accordent à penser que c'est l'apothéose de la symphonie, celle qui était née avec Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, qui la trouve son apothéose. Ces 63 mesures, on a une échelle céleste, alors ça s'ouvre d'abord sur des traits de violon ascendants, très sombres, et ensuite, grave, hein, on a une atmosphère au tout début de cette coda, de gravité, solennité, profondeur, et puis petit à petit, un crescendo, qui va aboutir à la superposition absolument unique, là encore, des thèmes principaux des trois mouvements précédents. Vous voyez, il y a là un chef-d'œuvre contrapuntique, hein, Bruckner fait preuve d'une maîtrise absolument incroyable de l'orchestration. Et là, effectivement, il est devenu un des plus grands symphonistes de l'histoire. Et comme dans la 5e de Beethoven, ou comme dans la 9e de Beethoven, on passe du mineur au majeur. Cette coda finale, cette superposition est dans l'éclatant ut majeur. Je vous propose d'entendre donc la version de Günther Wand avec l'orchestre de la NDR à Lübeck.
Donc j'en ai terminé. Merci infiniment de votre écoute, de votre attention. Merci à Vincent de son soutien sur le plan technique. J'ai été un peu long, vous m'en excuserez, mais une symphonie qui fait 1h20 et moi je suis comme Bruckner, il faut que je prenne mon élan. Moi je suis un peu moins, encore plus lent que lui. Mais si vous avez des questions, des observations, des ressentis, des témoignages, ils seront les bienvenus, bien entendu, pour accroître encore notre connaissance de cette magnifique symphonie. J'avais une question, parce que vous avez parlé de son admiration pour Wagner, pour Beethoven, mais est-ce qu'on sait ce qu'il pensait, par exemple, de Berlioz, je sais pas, de la symphonie triomphale, ou de son traité d'instrumentation? Oui. Parce que vous avez beaucoup parlé de son goût pour l'instrumentation et sur le détail, est-ce que Berlioz l'a inspiré? Bien sûr. Alors, il faut savoir que Bruckner a suivi des cours d'instrumentation lorsqu'il avait une quarantaine d'années à Linz avec un dénommé Otto Kitzler. Il se trouve qu'Otto Kitzler était violoncelliste, chef d'orchestre, grand wagnérien, et Kitzler lui avait fait découvrir effectivement les œuvres de Berlioz. L'instrumentation très avant-gardiste à l'époque de Berlioz, à grand renfort de cuivre. Et donc Bruckner effectivement admirait beaucoup la façon d'orchestrer de Berlioz, de même que Richard Wagner. Richard Wagner admirait beaucoup Berlioz dans sa façon effectivement d'utiliser l'orchestre. Donc oui, on peut considérer que Bruckner... Alors le compositeur préféré, et de loin, de Bruckner, c'était Beethoven. J'y consacre un chapitre entier dans mon livre. Là, il l'admirait vraiment, c'était une vénération absolue. Après, bien sûr, de son vivant, ça a été Richard Wagner. Alors lui, il le vénérait aussi, et pour lui, c'était un dieu vivant. Et puis aussi Franz Schubert. Et d'ailleurs,
vous avez des gens qui vous disent que Bruckner était un symphoniste wagnérien. Je ne pense pas que Bruckner était un symphoniste wagnérien. Il admirait Wagner, mais comme le dit Nikolaus Harnoncourt, si on veut comprendre la musique de Bruckner et si on veut savoir d'où elle vient plutôt effectivement du Schubert de la 8e et de la 9e, hein, les divines longueurs, vous voyez, les modulations, etc., que de Wagner. Vous voyez. Il connaissait Berlioz et il appréciait beaucoup Berlioz, et il est probable qu'effectivement il était influencé par... Vous savez, la musique, c'est ça, hein, ce sont des écoles, enfin des compositeurs qui s'influencent les uns les autres. Hein. Entre Joseph Haydn et Gustav Mahler, il y a quand même une lignée. Hein. Il y a des points communs. Hein. Ils se sont appuyés les uns sur les autres.